Bienvenue dans Les Briseuses de cycle, le podcast des femmes qui, comme toi, osent voir la vérité en face pour se guérir et briser le cycle de la violence familiale. Je suis Naïra, je suis là pour te servir, coach, thérapeute, alchimiste et transformatrice. Je te partage dans ce podcast des clés de vérité pour te permettre des prises de conscience et d'entamer toi aussi ton merveilleux chemin de guérison. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, toujours dans la lignée des familles, des mères toxiques, qui est la mère négligente. Et donc, par conséquent, l'enfant oublié. Alors, qu'est-ce qu'une mère négligente? C'est pas forcément une mère violente. Elle peut être également violente, physiquement, psychologiquement, sexuellement, mais pas forcément. Ça peut être une mère qui crie, mais pas forcément. De manière générale, la mère négligente, c'est vraiment une mère justement qui ne crie pas, en général, qui ne frappe pas, mais qui n'est pas là en fait. Une mère négligente, c'est une mère absente. Elle est présente physiquement, mais elle n'est pas là émotionnellement. Elle ne joue pas son rôle de soutien, son rôle protecteur, son rôle de présence, son rôle d'écoute, son rôle de rassurance. Voilà, c'est ça la mère négligente. Donc, il y a différents types de négligence, si on entre en détail. Il y a la négligence émotionnelle. Ça veut dire qu'elle n'a pas su répondre à tes émotions. Depuis tout bébé ou tout jeune enfant, elle ne savait pas gérer quand, par exemple, tu étais un bébé qui pleure. Elle ne savait pas apaiser tes pleurs. Ou peut-être qu'elle n'essayait peut-être même pas. Parce qu'il y a une différence entre ne pas y arriver mais essayer, prendre son bébé dans ses bras, lui faire un câlin, essayer de l'apaiser et ne malheureusement pas réussir, ou pas toujours, et ne pas essayer du tout. Laisser son enfant pleurer, comme ce qui était d'usage à l'époque. Les générations de nos mères et nos grands-mères, on disait il faut laisser les bébés pleurer, etc. Donc, ça a pu commencer très tôt. Elle n'a pas su gérer tes émotions. Elle ne savait pas comment réagir quand tu faisais une grosse crise de colère ou que tu avais une grosse tristesse, un gros chagrin. Elle te laissait pleurer quand tu étais bébé. Ou quand tu avais peur, que tu venais voir ta mère en lui disant j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, un tel me fait peur, ou j'ai peur des monstres. Et qu'en face, elle t'envoyait bouler. Va là-bas, j'ai pas le temps, je suis occupée. Ou alors, pire, comment dire, qu'elle ridiculisait tes émotions. Oh, mais ça c'est rien, mais t'exagères. Oh, mais les monstres ça n'existe pas. Oh, mais t'es qu'une pleureuse, t'es toujours en train de chouiner. Oh, mais arrête d'être une peureuse comme ça. D'accord? Ça, c'est de la négligence et puis surtout de la maltraitance. Hein. C'est une forme de violence. L'enfant, c'est une boule d'émotions. Il ne vit que par ses émotions. Et tout ce que dit un enfant est vrai. Par définition, l'enfant n'est pas menteur. Donc s'il dit qu'il a peur de quelque chose, c'est qu'il a peur de quelque chose. Il arrive sur Terre. La petite fille vient d'arriver sur Terre. Elle était bien au chaud dans le ventre de sa maman. Forcément, tout ce qu'elle va vivre pendant ces premières années, pour nous, d'un regard d'adulte, ça nous paraît rien. Mais pour elle, c'est énorme. Parce que c'est que des premières fois. Et si, encore plus, le lien d'attachement, ça on en parlera dans un prochain épisode, si le lien d'attachement sécure ne s'est pas créé, eh bien, elle va avoir tendance à avoir peur, beaucoup de peur à l'intérieur d'elle, parce qu'elle n'a pas cette réassurance et cette sécurité qu'elle est censée trouver chez les parents et la mère notamment. Voilà, donc ça c'est pour la négligence émotionnelle. Il y a d'autres types de négligence, donc la négligence de sécurité, comme ce que je viens de dire,
elle ne t'a pas sécurisé, elle ne t'a pas suffisamment sécurisé. Il y a de la négligence de tendresse, pas d'affection, pas de câlin, pas de bisous. Ou alors quand c'est fait, c'est vite fait. C'est un petit bisou et hop, au lit. Tu vois, il n'y a pas vraiment ce lien d'amour qui s'est créé. Mhm. Et il y a aussi une négligence de présence. Voilà, quand une mère très tôt fait garder son bébé très tôt, c'est pas des critiques. Des fois, on n'a pas le choix, ou on croit qu'on n'a pas le choix. Voilà, c'est des choix en fait. En fait, on a toujours le choix, mais on choisit. Voilà, donc quand une mère dit, moi j'ai pas le choix, je dois aller travailler, je laisse mon bébé de 3 mois ou 6 mois à la crèche parce que je veux retourner travailler, je ne critique pas, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est un choix. On a tout. En fait, quand on dit j'ai pas le choix, si en fait tu as le choix. On a toujours le choix. Dieu, il nous a donné, il nous a fait venir sur cette terre avec ce don du libre arbitre. On a le libre arbitre en tout, pour tout et toute chose. Donc, quand une mère décide de laisser son tout petit, son nourrisson, de le laisser à la crèche et de retourner travailler à peine après avoir accouché, à la fin du, congé maternité, au bout de 3 mois de retourner à temps plein, de laisser son bébé à 8 heures et de le récupérer à 18 heures à 3 mois, alors qu'il vient juste d'arriver sur Terre. Et il va être pris en charge par des professionnels. Comment dire que c'est, pour moi, c'est contre nature. Pour moi, le bébé, jusqu'à minimum, un an et demi, il a besoin d'être constamment collé au sein de sa mère. C'est bien pour ça que l'allaitement, ça existe. Euh, voilà. Parce que c'est comme ça que le lien de sécurité et d'attachement se crée. Voilà. Donc pourquoi je parlais de ça? Pour dire que effectivement, la négligence de présence. Quand la mère a très vite été arrachée à son enfant, qu'elle n'a pas été suffisamment présente pendant ses premières semaines, ses premiers mois, et même après tout au long de sa vie, qu'elle l'a beaucoup fait garder par d'autres personnes, par la famille, par les nounous, par la crèche, qu'elle le laissait à l'école, au périscolaire et tout. Encore une fois, c'est des choix, mais ce qui fait que l'enfant, bah, déjà, il se sent pas prioritaire, il se sent passer après le travail de maman, après, donc il se sent moins important. Donc c'est un peu dévalorisant quelque part. Et en plus de ça, bah, ça effrite ce lien de confiance qu'on a toutes besoin d'avoir envers notre mère pour se dire, bah, elle est là pour moi. Elle est là, je suis importante dans sa vie, je peux compter sur elle, elle est là. Voilà, ce côté de stabilité dont on a tous besoin. Donc ça c'est pour le lien, la négligence de présence. Mhm. Ensuite, qu'est-ce que ça fait tout ça en fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en en fait, quand en face on répond pas à nos émotions, que quand on cherche maman, qu'on a besoin qu'elle nous console, elle n'est pas là, ou quand on va la voir, on lui exprime qu'on ressent ci, qu'on a besoin d'un câlin, qu'on a peur, etc. Parce que des fois aussi, de beaucoup pleurer, de beaucoup s'énerver, d'avoir beaucoup de peur, c'est vrai, mais c'est aussi en plus. Donc, c'est-à-dire, si un enfant vient nous voir et nous dit je ressens ça, j'ai peur de ça, ou exprime de la colère et tout, il vit sa colère, il ne l'invente pas, il vit sa peur, il vit son émotion, c'est réel. Mais en plus de ça, derrière ça, quand l'enfant ne s'est pas senti accueilli et soutenu à chaque fois qu'il est venu, derrière ça, derrière l'émotion qu'il vit, se cache aussi un besoin d'attention, un appel pour dire eh oh, regarde, moi je suis là. C'est pour ça que des fois on dit les enfants un peu turbulents, etc. Et ils sont en recherche d'attention. Et ils ont remarqué qu'en faisant des bêtises, entre guillemets, eh ben, au moins on les regarde, on s'occupe d'eux, même si c'est négatif, même si c'est pour les gronder. Des fois, c'est ça. C'est une demande d'attention. Et ça peut aussi être un appel à l'aide. Quand un enfant change de comportement brusquement, il se met à devenir violent alors qu'il ne l'était pas. Il se met à faire des cauchemars alors qu'il ne l'était pas. À avoir des problèmes de sommeil. Il se met à se faire pipi dessus alors qu'avant il avait acquis la propreté. Ça veut dire aussi que c'est un appel au secours. Ça veut dire que l'enfant vit quelque chose de difficile, de souffrant, qu'il n'arrive pas à exprimer avec des mots. Et donc, ça passe par ça. Ça passe par. Ce sont des symptômes, comme des symptômes d'une situation difficile ou peut-être même d'un trauma, d'un traumatisme que l'enfant est en train de vivre.
Donc ça, c'est un petit tips que je te donne si tu es maman et que tu remarques ça chez ton enfant, tout de suite warning. D'ailleurs, dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse que je fasse un épisode sur les prédateurs sexuels, c'est-à-dire les pédophiles, si tu comprends ce que je veux dire, et comment s'en prémunir, comment les reconnaître, comment éviter de tomber dans leurs pièges. Et ensuite, on pourra aussi éventuellement développer comment ces prédateurs sexuels arrivent à mettre en place de l'emprise, autant sur l'enfant, qu'il visualise comme une proie, et sur le parent ou les parents, sur son parent ou ses parents, quoi, pour pouvoir bien les piéger tous, bien les endormir et les mettre en confiance, pour pouvoir avoir accès ensuite à sa proie et le traumatiser finalement. Voilà, donc ça c'est un autre sujet, dis-le moi si ça t'intéresse. Donc, la négligence, ça fait que l'enfant se dit, mais en fait, moi je suis pas important, moi je suis secondaire, moi je passe après le travail de maman, moi je la dérange, j'ai l'impression que je la dérange quand je vais lui parler de mes émotions. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que on se coupe de nos émotions. On ne se laisse pas exprimer ses émotions parce qu'on les en face, le miroir qui était notre mère, qui était censé nous apprendre justement à accueillir nos émotions, eh ben, elle nous a renvoyé une image de oh, tes émotions, elles sont embêtantes, je veux pas les voir, je veux pas en entendre parler, ça me dérange, ça m'intéresse pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Eh ben, tu fais taire tes émotions. Tu t'en coupes, tu te coupes d'elles, tu les renies, tu les refoules à l'intérieur de toi. Donc, les conséquences aujourd'hui, c'est que tu as certainement beaucoup, beaucoup d'émotions refoulées, qui datent depuis l'enfance. Et qu'est-ce que ça fait, ces émotions refoulées? Ça peut créer des maladies, ça crée des blocages énergétiques, l'énergie circule mal. Donc ça va être des maladies psychosomatiques qui sont directement liées à ces énergies bloquées à l'intérieur de toi. Ça peut créer aussi des compulsions, notamment des compulsions alimentaires, parce que toute cette colère emmagasinée qu'on t'a pas laissé exprimer, qu'on t'a pas appris à accueillir et à exprimer, ça fait que des fois, quelqu'un ou une situation va appuyer sur un petit bouton, élément déclencheur, et là, soit tu vas péter un câble, tu vas exprimer cette colère, mais en fait, c'est pas juste la situation que tu es en train de vivre, c'est un trigger, c'est un déclencheur qui va aller réveiller cette colère qui est tout au fond, au fond, au fond, et qui demande qu'à sortir. Parce qu'on ne peut pas vivre avec des émotions bloquées à l'intérieur de soi. C'est impossible. La vie, c'est du mouvement, c'est de la fluidité. En tant qu'être humain, on a besoin d'accueillir et d'exprimer, d'accueillir, d'exprimer, d'accueillir, d'exprimer. Voilà, ça doit bouger comme ça. Donc, ce qui fait que si tu as beaucoup de colère emmagasinée, soit tu vas te mettre à péter des câbles comme ça pour des petites broutilles qui peuvent paraître anodines, soit tu vas te défouler, entre guillemets, ou te réfugier dans la nourriture plutôt. Donc, tu vas avoir des compulsions alimentaires, tu peux faire de l'hyperphagie, de la boulimie. L'anorexie, c'est un peu différent. C'est encore un peu différent, l'anorexie. Mais voilà, mais cette tendance à beaucoup, beaucoup manger de façon compulsive, ça peut venir de là aussi. Pas que, hein. Il peut y avoir plein d'autres raisons. D'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresse que je parle des compulsions alimentaires et de ce qui peut amener à ça. Mais en l'occurrence, une des raisons, c'est des émotions qui ont été refoulées. Et donc, on utilisait la nourriture comme calmant finalement, hein. Comme un anxiolytique, comme un calmant, quelque chose pour apaiser cette colère qui brûle à l'intérieur de toi. Tu l'apaises avec de la nourriture. Donc, du coup, c'est ça. T'as pas réussi à exprimer tes émotions, on t'a pas appris à les faire, donc tu as des émotions bloquées. Le fait aussi que ta mère a été négligente, ça t'a appris que tu pouvais pas compter sur les autres. Tu pouvais pas compter sur les autres puisque tu n'as pas pu compter sur la première personne qui était censée t'aimer, te protéger et t'apprendre un peu comment vivre, t'apprendre la vie, qui est ta mère, ne t'a pas accueilli. Voilà, elle t'a pas accueilli, elle t'a négligé, rejeté, et
Et donc, du coup, ça fait, quand tu as eu besoin d'aide, tu as eu besoin d'aide, d'être consolée, tu as eu besoin d'être réassurée, d'être sécurisée, elle n'était pas là. Quand tu avais besoin juste simplement d'un câlin ou d'une mère, elle n'était pas là. Juste l'absence, déjà, c'est une forme de négligence, comme j'ai dit. Les mamans qui sont pas assez présentes pour leurs enfants, et ça crée que l'enfant se sent, c'est ça, inférieur, dévalorisé. Il va avoir une faible estime de lui, puisque la personne qui était censée l'aimer le plus au monde, ben, elle l'aime peut-être à sa manière, mais pas autant qu'un enfant en aurait eu besoin. Parce qu'en fait, le plus beau cadeau pour un enfant, c'est d'avoir ses parents présents. En réalité, il veut rien de plus que tous ces cadeaux et ces trucs, et c'est pas ça. Il n'y a rien de plus précieux pour un enfant que d'avoir ses parents présents, mais pas que physiquement, présents émotionnellement, là avec lui, qu'il le regarde jouer ou qu'il joue avec lui, qu'il discute, qu'il soit vraiment présent en intégralité. Pas en train de regarder son téléphone toutes les 2 secondes, en train de penser à autre chose, vraiment présent, comme dans l'instant présent, comme un enfant qui vit dans l'instant présent. Je t'invite d'ailleurs je pense au livre d'Eckhart Tolle, L'instant présent. Si tu n'as jamais lu ce livre, va tout de suite le prendre parce qu'il est juste magnifique. Donc voilà pour ça. Donc c'est ça, l'enfant en fait il intériorise l'idée qu'il ne mérite pas d'attention, qu'il n'a pas de valeur, et il apprend aussi à se débrouiller seul. Donc il devient hyper indépendant. Tu peux même avoir créé cette idée que, tu peux même avoir cette croyance limitante qui est que c'est dangereux de demander de l'aide. Parce que peut-être les fois où tu as demandé de l'aide, peut-être que tu t'es pris une claque, peut-être que tu t'es pris simplement une remarque méchante ou un rejet ou un j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, tu m'embêtes. Tu vois, ce genre de choses qui peuvent paraître pas grand-chose, mais encore une fois, pour un enfant, venant de la part de sa mère, c'est hyper violent. Et donc, il suffit que ce soit arrivé une fois ou deux, l'enfant intériorise, non mais attends, c'est dangereux de demander de l'aide, elle peut pas m'aider, je peux compter que sur moi-même. Voilà. Et donc d'avoir ça, eh ben, ça fait qu'aujourd'hui, si tu as besoin d'aide pour quelque chose, bah, tu vas avoir peur de le faire. Ça va être hyper difficile et douloureux de le faire pour toi. Donc, c'est ça. Et tu peux même avoir créé cette tendance à t'effacer quand tu es en groupe, quand tu es en collectivité. Parce que justement, ta mère ne t'ayant pas donné ta place, tu ne sais pas la prendre. Tu ne sais pas prendre ta place parce qu'elle ne te l'a pas donnée. En fait, il faut bien se dire qu'un enfant, il se voit, en fait, les parents, et notamment la mère, c'est comme Pinocchio et Gepetto, enfin, pas vraiment, mais c'est comme si l'enfant est de la pâte à modeler, et en fonction de comment ses parents vont se comporter avec lui, s'ils vont être à fond avec lui, présents avec lui, machin, eh bien, ils vont le façonner de telle sorte, ils vont le modeler de telle sorte à ce il va avoir une forte estime de lui, il va avoir confiance en lui, il va s'aimer, il va prendre sa place facilement en groupe, il va se donner de la valeur, il va se respecter et tout. À l'inverse, si des parents ont négligé leur enfant, ont été violents avec lui, l'ont dévalorisé, etc., bah, l'enfant, il croit tout ce que les parents lui disent, tu comprends? L'enfant, il croit. Et il n'est que le reflet de comment se sont comportés ceux qui voilà, c'est ceux qui étaient ses parents ou ceux qui faisaient office de parents. D'accord? Donc c'est ça. Et après, c'est tout un cheminement, une fois arrivé à l'âge adulte, pour désapprendre ça, désapprendre ces croyances toxiques, etc., qui viennent des défaillances finalement des parents ou des personnes qui, euh, qui étaient censées prendre soin de toi. Voilà, et en fait c'est ça. Et tu as pu aussi, à l'âge adulte, apprendre la suradaptation pour éviter
de te faire rejeter, etc., tu t'es suradapté aux autres, aux situations, aux événements. Et tu as peut-être tendance à te faire toute petite, à pas vouloir faire de bruit, à pas déranger. Tu as toujours peur de déranger. Tu comprends? Ça vient de là. Voilà, tu veux pas trop qu'on te remarque. Tu as du mal à prendre ta place dans un groupe. Peut-être que sur le plan professionnel aussi, ça t'handicape beaucoup parce que ça handicape peut-être ton évolution. Peut-être que tu aurais des compétences pour passer manager, par exemple, ou voilà, ce genre de choses, mais que tu inconsciemment, ce fait-là, d'avoir eu une mère qui ne t'a pas donné ta place, bah, t'arrives pas à avoir ce côté assertif, autorité sur les autres. Ça peut venir de là. Et finalement, c'est ça, en fait, parce que ce qui t'est arrivé, c'est que le fait d'avoir eu une mère négligente, si on peut résumer en une phrase, ça t'a appris la fausse croyance qui est que tes besoins ne comptent pas. Donc que toi, tu ne comptes pas. Donc imagine toutes les conséquences derrière que ça a sur tous les aspects de ta vie. Amoureux, professionnel, amical, familial, partout, partout. Les conséquences désastreuses que ça a sur ta vie. Alors maintenant, on va voir les pistes de guérison parce que heureusement, Dieu merci, il y en a. Et on n'est pas condamné à vivre avec ses boulets aux pieds à vie, heureusement. C'est tout. En fait, tu peux réécrire. Tu peux réécrire l'histoire à la lumière de ta conscience et avec un cœur grand ouvert. Tu peux aller même, pourquoi pas, jusqu'au pardon, si tu en as la force et l'envie. Aller jusqu'au pardon. Et si tu n'y arrives pas, c'est totalement OK aussi. Tu vois? Parce que c'est bien beau de parler toujours de pardon, pardon, mais avant ça, il y a des étapes. T'as de la colère, là, cette fameuse colère que tu as refoulée. Il faut la ressentir. Si tu veux tu peux pas, tu pourras pas guérir tant que tu n'auras pas ressenti cette colère. Pas possible. Donc, des pistes de guérison. Donc, si tu te reconnais là-dedans, déjà, euh, la base de la guérison quand tu as eu une mère négligente, c'est d'apprendre toi-même à écouter et reconnaître tes propres besoins. Donc, parce que on dit oui, il faut reconnaître tes besoins, les accepter. Mais avant ça, il faut apprendre déjà à les écouter. Parce qu'on t'a jamais appris à écouter tes besoins. Tu vois? Ça revient à ce que je disais lors d'un. Je crois que c'était le dernier épisode avec la mère fusionnelle et l'impossibilité de devenir soi. Tu vois? Tu étais tellement focus sur ta mère que tu n'étais pas connecté à toi. Donc, comment est-ce que tu veux savoir de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu veux, comment tu te sens, etc. Là, c'est pareil pour la mère négligente. Elle a refoulé tes besoins, elle a fait comme s'ils n'étaient pas importants. Et donc, du coup, toi, en face, c'est ce que tu as fait également. Tu ne sais pas aujourd'hui de quoi tu as besoin, tu ne sais pas même écouter tes besoins déjà. Ça, c'est déjà, commence par là. Commence par essayer. Juste de mettre l'intention, déjà, ça lance le travail se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Tu peux te dire tous les matins, tu te lèves avec une affirmation, tu fermes tes yeux 1 minute ou 2 et tu te dis aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes besoins. C'est tout. Et tu laisses. Et en fait, ça va se faire naturellement. Peut-être qu'à un moment dans la journée, tu vas entendre, tiens là, j'ai besoin de douceur. Qu'est-ce qui peut m'apporter de la douceur? Ah là, j'ai besoin de repos. Ah là, j'ai besoin de socialiser. Je vais appeler une copine. Ah là, j'ai besoin d'isolement. J'ai envie de me retrouver tranquille. Je vais rentrer, je vais me poser tranquille. Tu vois? Ça va, juste ça. Pose l'intention et tu verras que ça va venir tout seul. Donc c'est ça, la base, c'est de commencer à mettre l'intention d'être à l'écoute de ses besoins. Et ensuite, une fois que tu as reconnu un besoin, tu te poses la question, comment est-ce que je peux répondre à ce besoin? Tu vois? Voilà, donc ça c'est déjà un bon début.
Et dans le prochain épisode, on terminera d'ailleurs, enfin il reste encore 2 épisodes sur la série des mères toxiques. Et ensuite, on passera à une autre série, mais je t'en parlerai bientôt. Et donc dans le prochain épisode, on va parler de la mère froide. Voilà. La mère froide qui crée cette fin d'amour. Et justement, la fin d'amour, on en parlera justement avec le lien avec la compulsion alimentaire. Et le lien entre beaucoup manger et avoir eu une mère froide. Donc très peu câline, très peu d'affection. Voilà, je te laisse là-dessus. Et surtout, fais-toi un câlin. Parce que tu le mérites.